Ok. Donc, on avait... qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait vu que la pression, c'est une force divisée par une surface. Hein, ça, c'était la définition de la pression. Et puis, après, on s'était intéressé à la pression dans les liquides. Donc, on avait pris un liquide d'une certaine hauteur H, d'une certaine masse M, et on s'était demandé quelle est la pression qui règne au fond du récipient. Alors, la pression qui règne au fond du récipient, c'est la force sur la surface. De quelle force on parle? On parle de la force de pesanteur, évidemment. C'est la force de pesanteur du liquide qui agit sur le fond du récipient. La force de pesanteur, c'est M fois G. Et puis, ce M, on l'exprime comme la masse volumique fois le volume, de manière à faire rentrer dans l'équation la masse volumique du liquide qui va permettre de caractériser le liquide, alors que la masse de liquide, elle ne permet pas de caractériser quoi que ce soit. Okay, donc, on en arrive avec cette formule ρ liquide GV, ρ liquide GV, divisé par la surface. Et puis, dans cette équation, on se rend compte qu'on a le volume au numérateur et la surface au dénominateur. Or, on sait que le volume, c'est la surface fois la hauteur. On est bien d'accord? Donc, si on a la surface fois la hauteur divisée par la surface, eh bien, ça veut dire que la surface s'élimine de l'équation et il vous reste juste la hauteur. Et donc, vous obtenez l'expression que la pression au fond d'un liquide, c'est ρGH, où ρ liquide est la masse volumique du liquide, G est la constante de la pesanteur, et H est la profondeur de liquide ou la hauteur de liquide qui se trouve au-dessus de vous, si vous voulez. Et cette expression-là, c'est ce qu'on appelle la pression partielle, parce que c'est la pression qui est due uniquement à un liquide. Et puis maintenant, si on veut pardon, si on veut la pression totale, eh bien, il faut ajouter à la partielle la pression atmosphérique qui, elle, s'exerce sur tout corps à la surface de la Terre. Et si elle s'exerce au sommet du liquide, eh bien, elle va être transmise à travers le liquide et la pression totale au fond du liquide sera donnée par la pression partielle due au liquide plus la pression atmosphérique qui agit à la surface. Ok? Ça va? Vous êtes toujours là? Je vous entends plus. Ouais. On est toujours là. Ok, ça marche. Bon. Alors, on a vu ça la dernière fois. Et puis, on avait deux exercices à faire. Le 2,9 et le 2,10. Alors, le 2,9, c'est un exercice de réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice? Est-ce que dans ces deux récipients, on a la même pression au fond, si la hauteur de liquide est la même ou pas? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Bah oui. C'est la même. Pourquoi c'est la même? Parce que la hauteur, c'est la même. Voilà, parce que la hauteur c'est la même. L'expression qui donne la pression au fond du récipient, c'est ρ liquide fois G fois H. Cette équation ne dépend absolument pas de la forme du récipient, ça dépend uniquement de la hauteur du liquide. Hein? Et c'est même pire que ça en fait. Vous pouvez très bien avoir le fond du récipient ici, et puis vous pouvez avoir un récipient qui a cette forme-là, hein, un peu déporté comme ça, avec une certaine hauteur H ici. Ça vous donnera toujours la même pression sur le fond du récipient.
C'est quelque chose qui n'est pas évident à saisir. C'est pas évident à saisir, mais essayez d'imaginer que c'est faux et essayez d'imaginer le contraire et vous verrez que c'est encore plus difficile à saisir. Là, une manière de réfléchir à cet exercice que je vous propose, c'est de vous dire, ok, prenons ces deux récipients qui sont là. Alors, je les redessine. Ok ? J'ai un certain niveau de liquide dans chaque récipient. Et puis, donc j'ai le même niveau de liquide dans les deux et j'ai la même surface au fond. Ok ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si je reliais le fond des récipients par un tuyau? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on aurait un mouvement de liquide d'un récipient vers l'autre ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Ben non, puisque c'est la même pression des deux côtés. Voilà. Donc, cette expérience de pensée, je vous la fais faire pour voir ce qui se passerait si la pression n'était pas la même. Si la pression n'était pas la même, il se passerait quoi? On aurait du mouvement. L'eau ici, elle bougerait du récipient dans lequel la pression est plus élevée vers le récipient dans lequel la pression est plus faible. Ok? Donc là, supposons que la pression soit plus faible dans ce récipient-là que dans le récipient cylindrique. Si ici on a une pression plus forte que là, ça veut dire que quand on met un tuyau, on va avoir un mouvement d'eau à travers ce tuyau de la forte pression vers la faible pression. C'est comme ça que les fluides se comportent. Ils vont d'une forte pression à une faible pression. C'est comme le vent en météorologie, ça va d'une haute pression à une basse pression, etc. Donc s'il n'y avait pas la même pression, il y aurait un mouvement de liquide. Mais s'il y avait un mouvement de liquide, ça se stabiliserait comment? Eh bien, ça se stabiliserait dans une situation où le niveau de ce liquide-là est plus bas que le niveau de ce liquide-là, puisqu'une partie du liquide s'est déplacée. D'accord? Et ça, on sait que c'est pas vrai. On sait, malheureusement, je ne peux pas vous le faire ici, mais on regardera peut-être une vidéo. On sait que si on a des récipients qui sont reliés à leur base, alors je vais vous dessiner un truc comme ça, vous imaginez un truc en verre avec 4 récipients différents, de formes différentes, et tous les récipients sont reliés par le bas. Eh bien, dans cette situation-là, vous avez exactement le même niveau partout, dans tous les récipients. Okay? Donc ça veut bien dire, si le niveau est le même partout, ça veut bien dire qu'à ce niveau-là, au niveau où les récipients rencontrent cette espèce de tube qui les relie, ça veut bien dire qu'à ce niveau-là, la pression, elle est la même partout. Parce que si on n'avait pas une pression identique partout à ce niveau-là, eh bien, on aurait des mouvements de liquide entre ces récipients. Or, ce n'est pas le cas. Ok? Évidemment, ça, c'est mieux de le faire dans un laboratoire avec le système, mais bon, je ne l'ai pas malheureusement. Mais je chercherai peut-être une vidéo pour la prochaine fois. Ok? Vous êtes convaincu que, quelle que soit la forme du récipient, la pression est la même au fond? Oui. Ok? Bon, maintenant, je vais vous donner un exercice pratique. Supposons que vous êtes en train de construire un mur dans votre jardin, et puis vous vous demandez si votre mur est horizontal. Et vous avez à disposition ce qu'il y a dans le jardin, c'est-à-dire des tuyaux d'arrosage. Comment vous faites? Comment est-ce que vous faites avec un tuyau d'arrosage pour vérifier l'horizontalité d'un mur? Ou pour construire un mur
qui soit horizontal. Hein? Vous avez une idée? Comment vous faites avec un tuyau d'arrosage? Non? Vous n'avez pas d'idée? Hein? J'avoue que... Vous voulez On ne peut pas le poser horizontalement sur le mur. le poser horizontalement? Comme ça? Ouais. Et puis? Et après, bon, on voit de quel côté l'eau elle coule. Ah! Ouais, mais On remplit d'eau. c'est pas très pratique si ton instrument de mesure se vide quand tu l'utilises. On va dire que le niveau de référence du mur, on va dire que c'est ce niveau-là. Ok? Vous voulez exactement cette hauteur-là du mur. Et puis, de ce côté-là, vous ne savez pas si vous êtes allé droit ou pas. Vous ne savez pas si votre mur est plus haut ou plus bas. Et vous avez un tuyau d'arrosage à disposition. Non? Ça vous inspire pas. Ouais, vous êtes des intellos, vous n'êtes pas des gens qui vont construire des murs. Vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous utilisez le niveau d'eau. Hein. On sait que, quelle que soit la forme du récipient, le niveau d'eau sera le même dans tous les récipients. Alors maintenant, on va prendre ici notre tuyau d'arrosage. On va le poser comme ça vers un des murs. Après, là, bah, le tuyau, il va où il veut, on s'en fout. Et puis, on met l'autre bout du tuyau à l'autre bout du mur. Ok, on met notre tuyau comme ça. Je vais finir mon tuyau. Voilà. On met notre tuyau comme ça, à côté du mur. Vous comprenez l'image? Ouais. Hein? Ok. Et puis après, vous allez remplir ce tuyau avec de l'eau. Alors ouais, bon, si le tuyau est transparent, c'est plus pratique. Puis vous allez remplir votre tuyau avec de l'eau jusqu'à ce que l'eau arrive à ce niveau, au niveau là que vous voulez. Et comme l'eau est au même niveau partout dans un système de réservoirs reliés, eh bien ici l'eau elle va se mettre exactement à l'horizontale avec le niveau d'eau de l'autre côté, et donc ce niveau là il vous donnera la référence pour la hauteur correcte de votre mur. Hein? Ça, c'est une vraie méthode que vous pouvez utiliser dans votre jardin si vous voulez construire un mur, ou si vous voulez que deux objets, que deux endroits se trouvent exactement à la même hauteur. Vous pouvez utiliser le niveau d'eau, ça marche très bien. Ok? Donc pour la verticalité, on a le fil à plomb. Et puis pour l'horizontalité, on a les niveaux d'eau. Ok? Ça vous étonne ça? Allô? Ah, parlez-moi! C'est pas vrai. Dites quelque chose. Ça a coupé. Ah, Pardon, ça a coupé. ça a coupé. Vous avez pas... Vous avez dit quoi à la fin? Bah, je sais pas, j'étais dans mon histoire de mur. Je disais, si vous voulez tester la verticalité, vous utilisez un fil à plomb. Et puis, si vous voulez tester l'horizontalité, vous pouvez utiliser un tuyau avec des niveaux d'eau. Et ça va vous donner quelque chose de parfaitement horizontal. Ok. Ok? Alors, ouais. Ok. Bien, maintenant, on va faire l'exercice 2.10. Et l'exercice 2.10, ça a à voir avec la plongée. Ok, alors en plongée, on a plein de problèmes très intéressants de pression, évidemment. Et une des questions très importantes en plongée, c'est quelle est la pression ambiante? Parce que quand on plonge, on descend dans l'eau. Comme on descend dans l'eau, la pression augmente quand on descend. Et puis, il y a tout un système avec les bouteilles qui fait que les bouteilles vous fournissent de l'air à la pression ambiante. Hein? Donc c'est très important de connaître la pression ambiante. Qu'est-ce que je veux dire par la pression ambiante? Supposons que ici, j'ai la surface de l'eau
Et puis, supposons que je descends sous l'eau. Alors ça, c'est 10 mètres. Ça, c'est 20 mètres. Ça, c'est 30 mètres de profondeur, par exemple. Ok? Et puis, bah, supposons que je suis là à 20, en train de plonger. Je vais essayer de faire un plongeur. Ouais, ça va. Là. Voilà. Ça, c'est un plongeur. Il est pas mal, mon plongeur. Hein? Voilà. Et puis, le plongeur, il a sur son dos des bouteilles. Enfin, une bouteille en général. Et sur cette bouteille, il y a ici un truc. Puis après, il y a un tuyau qui vient vers la bouche. Et dans la bouche, il y a un autre truc. Alors, est-ce que vous savez comment ces trucs s'appellent? Laissez vos micros ouverts. Non, Ok. pas vraiment. Alors, ça, c'est le détendeur primaire. Et ça, c'est le détendeur secondaire. Ok. Et puis, alors, un détendeur, de manière générale, ce terme de détendeur, ça veut dire que c'est un système qui fait baisser la pression. Une détente, en physique, en thermodynamique, c'est une diminution de la pression. Ok. Alors, dans les bouteilles, vous avez une pression de 250 bars, on en reparlera tout à l'heure. Le détendeur primaire, il vous fait passer de 250 bars à 15 bars à peu près, parce que c'est compliqué de gérer dans un tuyau de l'air à une pression aussi haute. Et puis le détendeur secondaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre de la pression de 15 bars à la pression ambiante. La pression ambiante, c'est la pression qui règne sous l'eau à l'endroit où vous êtes. Ok? Parce que si la pression ambiante est plus élevée et que votre air arrive à la pression atmosphérique normale, vous ne pourrez jamais l'aspirer. Hein? Parce que quand vous êtes à 20 mètres de profondeur, on va calculer la pression que ça fait tout à l'heure, vous avez la pression qui appuie sur votre corps, sur tout votre corps. Cette pression de l'eau, elle appuie sur la cage thoracique. Et donc, si vous voulez que l'air des bouteilles rentre dans la cage thoracique, il faut que cet air soit à la même pression que la pression externe. Sans quoi, votre cage thoracique, elle sera écrasée, vous pourrez pas respirer. Okay? Donc, le boulot du détendeur qui est dans votre bouche, c'est de sentir quelle est la pression de l'eau à cet endroit-là et de vous fournir de l'air à la même pression que l'eau, de manière que vous puissiez le respirer. Bon, si un jour ça vous intéresse de faire de la plongée, vous verrez que dans la formation du plongeur, il y a une formation en physique aussi qui est vraiment intéressante. Et après, vous avez aussi toutes sortes de choses, par exemple le fait que quand vous plongez et que la pression augmente, alors cet air qui rentre dans vos poumons, il entre à une pression plus élevée quand vous êtes sous l'eau, mais comme il rentre à une pression plus élevée, ça a un effet bizarre qui est que au lieu d'avoir seulement de l'oxygène qui passe par vos poumons, là c'est des poumons ce petit hein, au lieu d'avoir seulement de l'oxygène qui passe par vos poumons, quand la pression est plus élevée, vous avez l'azote aussi qui rentre dans le sang. D'habitude, l'azote, il y en a 80% dans l'air, donc il y en a beaucoup. D'habitude, l'azote, il ne rentre pas dans le sang. C'est-à-dire qu'au niveau des poumons, l'azote, il est inerte, et puis voilà. Et c'est l'oxygène qui est transféré par les poumons dans le sang. Mais, quand vous augmentez la pression, que vous êtes en plongée, l'azote, là, se comporte différemment. Et l'azote passe par les poumons, rentre dans le sang, et l'azote se trouve dans le sang sous forme de gaz en solution. Hein. C'est des molécules de gaz qui se trouvent dans le liquide.
Alors ça, c'est pas grave, ça fait rien. Ça donne le sentiment d'être un peu bourré. Quand quand on revient d'une plongée, on plane un peu. Et ça, c'est à cause de l'azote. Et c'est d'ailleurs très agréable. Et le problème de cet azote, c'est que si vous remontez trop vite, l'azote, il n'a pas le temps de repasser par les poumons et de ressortir dans l'air. L'azote, si vous remontez trop vite en plongée, il va se remettre sous forme gazeuse, mais à l'intérieur des vaisseaux. À l'intérieur des vaisseaux, il va se former des bulles d'azote, et pas qu'à l'intérieur des vaisseaux, aussi à l'intérieur des articulations, enfin partout dans votre corps, il va se former des bulles d'azote, et ces bulles d'azote, elles peuvent vous tuer. Hein, parce qu'une bulle dans un vaisseau sanguin, ça peut bloquer la circulation dans un petit vaisseau, ça fait vraiment énormément de dommages. Alors si vous montez trop vite, vous avez ce problème-là, c'est ce qu'on appelle là, une maladie de décompression. Et vous savez ce qu'on fait si un plongeur monte trop vite et puis que sa vie est en danger parce qu'il est monté trop vite? Vous savez ce qu'on fait? On replonge. Alors, c'est une bonne idée, effectivement. Il faudrait le replonger pour augmenter la pression et pour que l'azote retourne dans le sang sous forme gazeuse. Mais c'est un peu compliqué de gérer un patient sous l'eau. Donc, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la chambre hyperbare. C'est-à-dire qu'on prend le patient et on l'enferme dans une chambre. Alors voilà, ça c'est des chambres hyperbares. Okay, c'est des systèmes comme ça où on peut mettre une personne à l'intérieur et la recompresser, compresser l'air de manière que l'azote se dissolve à nouveau dans le sang. Puis une fois qu'il est compressé et que l'azote est dissous, là on le décompresse lentement. Quand je dis lentement, c'est sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et puis après, le gars, il sort et puis il va bien. Hein? Donc vous voyez cette chambre hyperbare qui est là à droite. Ça, c'est une chambre qui a l'air d'être une chambre gonflable. Donc c'est un système portatif qui peut s'installer dans les centres de plongée. Parce que les centres de plongée, c'est rarement dans les grandes villes. Donc si vous allez à Sharm el-Sheikh ou à Hurghada faire de la plongée, ben, j'espère qu'ils ont une chambre comme ça et qu'il faut aller, il faut pas faire des centaines de kilomètres pour en trouver une. Après, vous avez des chambres aussi permanentes en métal. À Genève ou à Chugé, on en a une de chambre comme ça. Okay, c'est aussi dans ces chambres-là qu'on établit les records de plongée. Écoutez, il y en a un qui est en train de tripoter un machin à côté de son micro ouvert, c'est un peu pénible. C'est qui? Ouais, voilà, merci. Alors, les records du monde de profondeur en plongée, en fait, on les fait dans des chambres hyperbares, parce que c'est quand même risqué de faire un record du monde. Le faire sous l'eau, c'est compliqué à surveiller. Donc, on fait des simulations de plongée en chambre hyperbare. Et le record du monde, à ma connaissance, c'est 701 mètres de profondeur. Ok. Et 701 mètres de profondeur, on verra quelle pression ça fait, c'est monstrueux. Simplement pour descendre à 701 mètres, le gars, il a mis, je crois, 1 semaine ou 2 pour descendre. Et puis ensuite, ils ont mis 3 mois pour le décompresser. Okay, donc, plus vous allez profond, plus tout ça est compliqué. 1 semaine ou 2 pour Ouais. descendre dans le caisson hyperbare, là Tu peux pas compresser d'un coup quelqu'un. Non, mais 1 semaine et... Alors écoute, je sais plus. C'est peut-être pas 1 semaine. C'est vrai que la vitesse à laquelle le plongeur descend, c'est pas quelque chose d'important en général. En plongée, en tout cas récréative, on peut descendre aussi vite que possible, ça c'est pas un problème.
701 mètres. Ok. La plongée la plus profonde au monde a été réalisée par Théo Mavros Tomos, nanana, l'entreprise Comex, qui est à Marseille, avec un mélange hydréliox. Alors vous voyez, quand vous voulez faire de la plongée profonde, bah, vous utilisez plus de l'azote. Hein. Vous utilisez un autre mélange de gaz qui ne contient pas d'azote. Alors l'hydréliox, ça contient de l'hélium, de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors je ne sais pas pourquoi il y a de l'hydrogène, à quoi ça sert, j'en ai aucune idée. Ça devient compliqué. Ok. Mais la compression a été faite exactement jusqu'à 703 mètres. Il atteint 701 mètres en plongée simulée dans un caisson. Hein. Et donc, par contre, il ne parle pas du temps de compression. Bon. Bref. Voilà. Je vais pas trop enfin, je vais essayer d'éviter de parler de plongée pendant tout le cours parce que j'aime bien la plongée. Une chose encore que j'aimerais dire à propos de la plongée, c'est que la plongée, c'est super, mais il faut faire attention. C'est un sport qui est dangereux. C'est un sport où, sans faire rien de très grave en apparence, on peut se tuer. Okay. Par exemple, une méthode sûre et très efficace de se tuer en plongée, c'est vous descendez à 20 mètres, ensuite vous remplissez vos poumons, vous bloquez votre respiration et vous montez d'un coup à la surface. Vous êtes mort. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que l'air qu'on a dans nos poumons est à une pression différente que celle à la surface. Ouais. Alors, si je dessine ici, on va dire que ça, c'est notre poumon. Ça, c'est les poumons du gars. À 20 mètres, on a une pression qui agit sur ces poumons qui est très forte. Enfin, qui est très forte. Elle est de 3 bars exactement. On verra ça tout à l'heure. Mais maintenant, si on remonte, on est moins profond dans le liquide. Donc, la pression qui agit sur les poumons, elle diminue. Et la pression dans les poumons, elle diminue aussi. Puis les poumons, ils grossissent. Mais ils grossissent de beaucoup. C'est-à-dire que là, ils vont doubler, tripler de volume. Ok. Et donc, si vous montez d'un coup en plongée, en retenant votre respiration, en empêchant l'air de sortir, vos poumons vont exploser, votre cage thoracique va exploser, et puis, vous êtes mort, quoi. Donc la règle de base en plongée, la règle numéro 1 en plongée, qu'on vous apprendra dans tous les centres de plongée, même pour un baptême, c'est de respirer en permanence, parce que en respirant, vous égalisez la pression entre vos poumons et l'eau ambiante. Donc si vous montez vite, mais que en montant vite, vous expirez l'air, et vous verrez que vous en expirerez beaucoup, ça va. Mais il ne faut surtout pas bloquer votre respiration et remonter d'un coup. Et malheureusement, en plongée, quand les gens se trouvent dans une situation où ils ont peur, surtout les débutants, eh bien c'est ce qu'ils ont tendance à faire. Ils veulent remonter d'un coup, respirer. Et ça, c'est très très dangereux. Okay. Donc en plongée, il faut rester tranquille. Et puis quand vous avez un souci, le souci, vous devez le résoudre sous l'eau. Ce qui n'est pas toujours évident. Ok. Bon, allez. Si vous avez des questions sur la plongée, j'y réponds volontiers. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse cet exercice-là. Il y en a quand même un ou deux qui peuvent garder leur micro ouvert, s'il vous plaît. Tout à l'heure, ça faisait du bruit, c'était pénible. Voilà, merci. Alors, nous sommes au bord de la mer. Quelle est la pression à la surface de l'eau? C'est quoi la pression à la surface de l'eau? Hein? Allô, allô? La pression à la surface de l'eau, c'est évidemment la pression atmosphérique. Il n'y a pas encore de pression due à l'eau elle-même. Par contre, on a la pression atmosphérique qui s'exerce à la surface de l'eau. Et cette pression atmosphérique, si vous vous souvenez de ça, ce qu'on a dit la dernière fois, la pression atmosphérique moyenne au bord de la mer, c'est 101 300 pascal. Ok? Et ça, c'est dû au poids de l'air qui se trouve au-dessus de nous. Bon.
Maintenant, quelle pression subit un plongeur qui se trouve à 20 mètres de profondeur? Là, on s'intéresse donc à la pression partielle de l'eau. Okay, la pression partielle de l'eau, elle est donnée par le ρ du liquide, enfin c'est le ρ de l'eau maintenant, fois G fois la hauteur. Okay, alors le ρ de l'eau, c'est à peu près 1000 kg par mètre cube. Le G, c'est environ 10. Je suis paresseux, donc j'approxime à 10. Et puis la hauteur, c'est 20 mètres. Okay, et ça fait rien d'autre que 200 000 pascal. Okay, de pression partielle due à l'eau. Et maintenant, si je veux la pression totale, j'ai pas beaucoup de la place d'écrire, c'est la pression partielle plus la pression atmosphérique, donc la pression totale à 20 mètres, ce sera 300 000 pascal. Et puis là, on vous dit de quel facteur doit-on tenir compte? Les facteurs dont on tient compte, c'est le liquide. Donc si vous plongez dans de l'eau douce ou dans de l'eau salée, en principe, ça fait une petite différence. Parce que l'eau salée, elle a une masse volumique un peu supérieure. L'eau salée, l'eau de mer, c'est 1030 kg par mètre cube à peu près. Alors que l'eau douce, c'est dans les 1000. Okay, donc ça va faire une petite différence. Le liquide change. Si vous plongez dans l'huile, évidemment, ça va être différent. Moi, je n'aurais pas envie de plonger dans l'huile. Après, donc ça dépend du ρ. Ça dépend du G. Donc si vous plongez dans un lac sur Terre et si vous plongez dans un lac sur Mars, ça va se ressembler parce que les G ne sont pas très différents, mais il y aura quand même différence. Et puis s'il y avait des lacs sur la Lune, la pression dans ces lacs serait beaucoup plus faible. Et puis on tient compte de la profondeur, mais on ne tient pas compte de la forme du récipient. Alors maintenant, quelle pression subit un plongeur à une profondeur de 50 mètres? C'est exactement le même calcul que là. Vous avez 1000 pour la masse volumique de l'eau, vous avez 10 pour le G et vous avez 50 mètres. Donc la pression partielle à 50 mètres, ça va être environ 500 000 pascal. Donc la pression augmente linéairement avec la profondeur. Alors 50 mètres, c'est déjà, c'est beaucoup 50 mètres en plongée. En plongée de loisir, on va généralement max à 40 mètres. 50 mètres, ça commence à devenir risqué. Parce que si vous plongez trop longtemps et trop profond, eh bien, vous allez devoir faire des paliers de décompression pour remonter. Et ça, c'est généralement réservé à la plongée professionnelle ou à la plongée sportive. Mais la plongée de loisir de Monsieur Tout-le-Monde qui va voir les poissons, on s'arrête à 40 mètres. Ok. Vous êtes toujours là? Oui. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on voit quelques unités, parce que j'en ai utilisé tout à l'heure d'ailleurs. Il y a plus d'unités que juste le pascal pour la pression. Parce que la pression, c'est quelque chose qui est très important pour toutes sortes de professions. Qui c'est qui a son micro au niveau de ses feuilles et qui fait beaucoup de bruit chaque fois qu'il bouge une feuille? Il y en a un qui a son micro qui fait beaucoup de bruit. Bon. Voilà. Donc, la pression, elle est importante par exemple pour les pompiers. Donc les pompiers, ils ont inventé une unité pour la pression. La pression, elle est importante pour les météorologues. Les météorologues, ils mesurent la pression avec des baromètres à mercure, donc ils s'intéressent aux millimètres de mercure. Donc il y a toutes sortes d'unités de pression, mais il y a une unité de pression qui est utilisée par tout le monde et qui est, je dirais, la plus utilisée. Cette unité de pression, c'est le bar. Ok? Donc le bar, c'est pas un endroit où on va boire des verres, c'est pas non plus un poisson,
c'est une unité de pression. Et on a eu l'excellente idée de définir la valeur d'un bar à 100 000 pascal. Okay? Parce que 100 000 pascal, c'est à peu près la pression atmosphérique. Ça correspond à la pression atmosphérique moyenne, à une altitude de 200-300 mètres. Donc c'est bien, c'est une valeur qui s'applique à la plupart des régions habitées sur Terre. Et donc la pression atmosphérique, souvent on va l'approximer en disant que c'est 1 bar. Et puis après, il y a plein de pressions qui sont données en bar. Est-ce que vous savez par exemple quelle est la pression des pneus d'une voiture? Quand vous devez gonfler des pneus de voiture, vous gonflez à combien la pression? À quelle pression? Vous savez ou pas? Vous savez pas. Alors, quand vous allez gonfler vos pneus de voiture, il faut regarder dans la portière. Il y a généralement un autocollant qui indique les pressions. Mais la pression des pneus, c'est généralement entre 2,5 et 3 bars. Ah, je l'ai écrit là en bas. Okay. La pression des pneus, c'est de 2,5 à 3 bars à peu près. Peut-être un peu moins pour les petites voitures. Parce que les pneus et la pression des pneus, ça soutient le poids de la voiture quand même. Quand vous avez un pneu, si j'imagine que cette ligne là en bas, c'est le sol, si j'ai mon pneu de voiture qui est posé sur le sol, il y a évidemment une partie du pneu en contact avec la route qui est un petit peu écrasée. Et cette partie du pneu, si maintenant je vous la fais en perspective là derrière, je me suis raté dans la perspective. Excusez-moi. Non, c'est comme ça. Non, bon, je me suis raté. C'est pas grave. On va oublier le reste du dessin et on va considérer simplement la surface de contact entre le pneu et la route. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une force de pesanteur qui agit vers le bas. Cette force de pesanteur, c'est le poids de la voiture divisé par 4, puisqu'on a 4 roues. Donc vous avez une force qui agit. Elle agit sur une certaine surface qui est la surface de contact entre le pneu et la route. Et donc, on peut calculer la pression qu'il faut dans le pneu pour que ce pneu soutienne correctement le poids de la voiture. Et on trouve de 5 à 3 bars à peu près. Est-ce que vous savez quelle est la pression de l'eau dans les robinets chez vous? Vous avez une idée? Non. La pression de l'eau dans une habitation récente, c'est 5 à 6 bars. Okay. 5 à 6 bars au pied de l'immeuble. Après, on verra dans un exercice tout à l'heure que quand vous montez dans l'immeuble, la pression, elle diminue. Parce que l'eau, il faut la faire monter. Donc, vous perdez de la pression. Donc, si vous prenez une douche dans un appartement au 15e étage, eh bien, votre douche, elle va donner beaucoup moins d'eau que si vous prenez votre douche dans un appartement au rez-de-chaussée. Ça, on va voir aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre pression? La pression des bouteilles d'un plongeur, c'est 250 bars. Si vous allez en plongée et puis que vous allez faire gonfler vos bouteilles avant de plonger, eh bien, on vous les gonfle, enfin tout le monde les gonfle à 250 bars. Ça veut dire que si une bouteille a une contenance de 15 litres, ce qui est une contenance standard pour une bouteille de plongée, si votre bouteille elle a une contenance de 15 litres, si vous mettez 15 litres d'air dedans, c'est bon, elle a la pression ambiante. Mais maintenant, si vous mettez 2 fois plus d'air, si vous comprimez 30 litres d'air pour les mettre à l'intérieur, la pression sera 2 bars. Si vous comprimez 45 litres d'air pour les mettre dedans, la pression sera de 3 bars, etc. Donc quand vous êtes à 250 bars, vous disposez de 250 fois 15 litres d'air à la pression normale, c'est-à-dire 250 fois 15, ça fait 3750 litres d'air que vous emportez avec vous
et qui vous sont redonnés pendant la plongée à la pression à laquelle vous vous trouvez. Ok? Ouais. Bon. Alors, on a donc l'unité reine pour la pression, c'est le bar. Mais il y en a quelques-unes qui survivent, notamment le millimètre de mercure. Ça, c'est une unité qui est en train de mourir parce que on n'utilise plus vraiment les baromètres à mercure. Okay? Un baromètre, c'est un instrument pour mesurer la pression atmosphérique. On verra dans quelques semaines comment ça marche le baromètre. Mais essentiellement, le baromètre, ouais, je peux vous expliquer en vitesse comment ça marche un baromètre. Un baromètre à mercure, c'est essentiellement un tube en U qui est fermé d'un côté et ouvert de l'autre. Ok? Et puis dans ce tube en U, on met du mercure. Alors pour le remplir de mercure, on le plonge de mercure et puis on le remplit de mercure partout, 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 partout. Donc on laisse absolument pas d'air dedans. On remplit tout le tube de mercure et puis on le met en position verticale et on laisse le mercure se stabiliser. Alors ce qu'on remarque, c'est que le mercure, il descend jusqu'à un certain niveau. Ici, entre le mercure et le bout du tuyau, il y a du vide. Ça, c'est extrêmement important. C'est du vide. Il n'y a pas de l'air, là, il y a du vide. Et le mercure va se stabiliser à un certain niveau qui va être à peu près comme ça. Ok? Et là, pourquoi est-ce qu'il est stable? Vous arrivez à comprendre pourquoi ça permet de mesurer la pression atmosphérique? Hein, le tube, il est ouvert là. Donc ici, on a la pression atmosphérique qui agit. Mais de l'autre côté du tube, on n'a pas de pression atmosphérique. Ce côté-là du tube, il est isolé de la pression atmosphérique parce que le tube, il est fermé en haut. Puis là, il y a du vide. Ok? Donc, ce qui agit de l'autre côté du tube, eh bien, c'est la force de pesanteur de ce mercure qui se trouve là. Okay? Ce mercure, il a une certaine force de pesanteur, et donc à ce niveau-là, on a une pression partielle due au mercure, qui est donnée par ρ du mercure fois G fois H. D'accord? Et si la pression atmosphérique qui s'exerce ici varie, eh bien, si elle augmente, ça fera augmenter le niveau du mercure. Si elle diminue, ça fera diminuer le niveau du mercure. Et puis, on va regarder le niveau du mercure ici. Et c'est pour ça qu'on a inventé comme unité le millimètre de mercure. Parce que sur un baromètre standard, la hauteur de la colonne de mercure, c'est 760 mm par beau temps. Et donc, on s'intéresse à savoir ce que 1 mm de mercure représente comme pression. Alors, on fait le calcul. On va faire le calcul, c'est pas très compliqué. Hein? On vous dit calculer la pression partielle d'une colonne de mercure de 1 mm de hauteur. Ok, alors je calcule la pression partielle. Alors pour ça, il faut que je connaisse la masse volumique du mercure. Bon, moi je la connais par cœur, ça vous viendra aussi. La masse volumique du mercure, c'est 13 600 kg par mètre cube. C'est 13,6 fois plus dense que l'eau. C'est horriblement lourd le mercure. Ok, 13 600, c'est pour ça qu'on l'utilise pour les baromètres. Parce que si on faisait des baromètres avec un liquide moins lourd, ben le baromètre il serait beaucoup plus haut. On verra ça. Alors, 13 600 fois G que j'arrondis à 10 fois la hauteur. Alors la hauteur c'est quoi? C'est 1 mm. Ok, donc c'est 0,001 mètre. Alors maintenant si vous faites x10 divisé par 1000, c'est comme si vous faisiez diviser par 100. Et donc, vous enlevez 2 zéros ici, ça vous donne environ 133. C'est-à-dire que si... Ouais, bon, attendez. Il faut quand même que je sois
que je sois correct, pour ce genre de définition d'unité, on va utiliser 9,81. Voilà. Et si vous utilisez 9,81 comme vraie valeur, vous allez voir que 1 mm de mercure, qu'on écrit comme ça, 1 mm de mercure, c'est égal à 133,3 pascal. Et puis, quand on a le baromètre qui indique 760 mm de mercure, donc 76 cm de haut, eh bien, quelle pression on a? Ben, vous pouvez faire 133,3 fois 760. Et qu'est-ce que ça va vous donner, vous pensez? 133,3 fois 760, ça vous donne 101 300, presque exactement. Donc vous voyez que si vous avez 760 mm de mercure, ça vous redonne la pression moyenne au niveau de la mer. Ok? Ouais. Voilà. Mais cette pression au bord de la mer, c'est un truc qui est important comme référence. Donc on a introduit une autre unité encore qui est l'atmosphère. Ok? Alors l'atmosphère, c'est la pression qui règne au bord de la mer. Donc une atmosphère, c'est 101 300 pascal. Ça, c'est une autre unité qui était pas mal utilisée, qui tend à l'être un peu moins parce que le bar est beaucoup plus pratique. Hein? Puis après, vous avez le mètre colonne d'eau équivalent. Ça, c'est un truc qui est utilisé par les pompiers. Alors, un mètre colonne d'eau équivalent, c'est une unité qui équivaut à la pression exercée par une colonne d'eau de 1 mètre de haut. Ok? On calcule. Alors, 1 mètre, comment c'est écrit 1 mètre? Un mètre colonne d'eau équivalent, c'est, on a dit, la pression partielle due à 1 mètre d'eau. Ok? Donc, c'est le ρ de l'eau fois G fois la hauteur. Le ρ de l'eau, on va le prendre à 1000. Le G, on va l'arrondir à 10. La hauteur, c'est 1. Donc, ça, c'est 10 000 pascal. Hein? Donc, si vous voulez avoir une pression équivalente à la pression atmosphérique, eh bien, vous devez prendre 10 mètres d'eau. Ok? Et 10 mètres d'eau, ça va vous donner une pression d'à peu près 1 bar. Ok? Voilà, donc comme unité, retenez le bar, ça vous ne pouvez pas la rater. Le millimètre de mercure, vous pouvez le calculer. L'atmosphère, retenez ça, le mètre colonne d'eau équivalent. Très honnêtement, je m'en fous. En fait, pour vous raconter la petite histoire, ces notes de cours, la première version de ces notes de cours, ont été écrites par un collègue à Claparède qui était pompier volontaire. Et c'est pour ça qu'il y a l'unité de pression des pompiers dans le cours. Et puis je l'ai laissé. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Ok. Vous avez des questions, des commentaires, des plaintes? Non, c'est bon. Alors on va s'intéresser dans l'exercice suivant aux pressions qui règnent dans des systèmes de distribution d'eau domestique. Hein? Et puis, le problème, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le schéma ci-contre représente un réseau de distribution d'eau potable. La tour à gauche est un château d'eau. Vous savez ce que c'est un château d'eau? Hein? C'est une tour. Oui. Il y en a un à côté de chez moi. Il y en a un à côté de chez vous. Ouais, mais vous êtes des gens smart. Dans les autres classes, ils ne savent pas ce que c'est, les châteaux d'eau. Alors, je vais quand même vous montrer des photos. Voilà, des châteaux d'eau. C'est des constructions comme ça, qu'on trouve dans les régions plates. On trouve rarement ça en montagne, parce qu'en montagne, les réservoirs d'eau, on les met sur une colline, on les met dans une pente, et puis voilà. Mais si on veut que l'eau ait une certaine pression
pour pouvoir aller la distribuer dans les maisons, eh bien, soit on la met sous pression avec des pompes, c'est ce qui se fait à Genève, hein, au pont de la Machine, on a la centrale de pressurisation de l'eau. Pour la ville de Genève, l'eau est mise sous pression par un système de pompe. Mais pour les bleds en pays plat, c'est plus simple apparemment de stocker de l'eau dans un réservoir qui se trouve plus haut que les habitations. Et donc la différence de hauteur, elle va mettre l'eau sous pression pour la distribuer chez les gens. Okay? Donc dans une tour comme celle-là, à droite, là, vous avez l'intérieur, ben vous voyez que vous avez dans le sommet de la tour un réservoir, c'est une grosse piscine, hein, ce truc-là, ce cylindre, c'est simplement une piscine remplie d'eau. Et puis vous avez un système de tuyaux avec un tuyau qui monte pour remplir ce réservoir d'eau, et puis ensuite le tuyau qui descend pour distribuer l'eau aux différentes maisons qui se trouvent dans la région. Et puis maintenant, on va étudier un peu l'effet de l'altitude sur les pressions qui règnent dans les robinets à différents endroits. Donc là, vous avez un château d'eau et on vous donne la hauteur de l'eau dans le réservoir. On vous donne spécifiquement la hauteur de la surface de l'eau parce que c'est ça qui est important. La pression est déterminée par la distance par rapport à la surface de l'eau. Donc là, vous avez 25 mètres. Puis à côté, là, vous avez un petit immeuble. Et dans ce petit immeuble, vous avez deux robinets. Un au rez-de-chaussée qui se trouve ou au premier étage, j'en sais rien, qui se trouve à 4 mètres du sol. Et l'autre au deuxième étage qui se trouve 3 mètres plus haut. Okay? Et puis on va calculer quelle est la pression dans chacun de ces robinets. Aussi dans un robinet qui est au niveau du sol ici. Et encore dans un robinet qui est dans la maison sur la colline. Alors, comment est-ce qu'on pourrait calculer la pression au robinet A, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on pourrait calculer la pression là et sur la base de quel principe? Il faut vous dire que tout le système de tuyaux qu'on a là, c'est tout un récipient. Tout est relié, donc les pressions, elles dépendent l'une de l'autre dans tout le système. Donc vous pensez que là, on calculerait la pression comment? Je vous écoute. Allô, allô? Vous êtes là? On réfléchit. Ouais. Oui. D'accord. Donc la pression au robinet A, elle va être déterminée par la distance qu'il y a entre le robinet A et le sommet du liquide. Okay? Vous êtes dans une situation qui est un peu déportée, parce que vous avez des tuyaux. Okay? Mais si vous aviez une colonne d'eau de 25 mètres de haut, et puis si je vous demandais la pression à 7 mètres du fond, là vous sauriez faire. Parce que si je vous demande la pression ici, que vous savez qu'on a 25 mètres au total, mais que là on est 7 mètres plus haut, ça veut dire que vous pouvez calculer cette profondeur-là, et cette profondeur-là, c'est 25 moins 7, ce qui fait 18. Donc ce qui va être déterminant pour la pression, c'est la distance verticale à laquelle vous êtes de la surface du liquide. Parce que la hauteur de la surface du liquide, elle détermine la pression dans tout ce système de tuyaux. D'accord? Donc pour la pression au point A, on va simplement prendre le ρ du liquide fois G fois la différence de hauteur entre le sommet du liquide et le robinet A. Et cette différence de hauteur, c'est 18 mètres, c'est-à-dire c'est 25 mètres hauteur totale, moins 7 mètres, ça c'est l'altitude à laquelle se trouve le robinet A. D'accord? Alors 25 moins 7, ça fait 18. Le ρ liquide, je vais le prendre à 1000. Le G, je vais l'arrondir à 10. Et tout ça fois 18,
ça nous fait donc 180 000 pascal. Ça nous fait 1,8 bar. C'est pas terrible. Le gars, il n'a pas beaucoup de pression chez lui. Mais ça va. D'accord? Comprendoche? Oui. Ok? Ouais. D'accord. Ok. Ok. Maintenant, si je veux calculer la pression que donnera le robinet B, vous pensez qu'elle sera plus élevée ou plus faible que celle en A? Allô, allô? Elle sera plus élevée. Elle sera plus élevée parce que il y a plus on est à une plus grande profondeur. Ok. Maintenant, la profondeur par rapport à la surface du liquide, c'est pas 25 moins 7, c'est 25 moins 4. 25 moins 4, ça fait 21. Ok. Donc au point B, on aura 1000 fois 10 fois 21, ce qui donnera 210 000 pascal, ce qui donnera 2,1 bar. D'accord? C'est un peu mieux. Hein? Et puis au point C, le point C, c'est un point qui est marqué ici sur le tuyau de distribution qui est enterré dans le sol. Et il est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre. C'est marqué ici, on ne voit pas très bien. Ok. Donc la distance totale entre le sommet du liquide et le tuyau, c'est 26 mètres. Alors là, si vous faites le calcul, ben, la pression en C, c'est 1000 fois 10 fois 25 plus 1, 26. Et ça fait donc 260 000 pascal. Ça fait 2,6 bar. Évidemment, l'endroit où la pression est la plus forte, c'est l'endroit le plus bas dans le système de distribution par rapport à la surface du réservoir. Hein? Et puis après, le mec le plus mal barré, c'est évidemment celui-là, qui est dans sa maison au sommet de la colline. Alors c'est peut-être joli, mais il n'a pas de pression d'eau. Parce que lui, la différence d'altitude qu'il a par rapport au sommet du réservoir, c'est 25 moins 15. Donc lui, il a 10 mètres de différence d'altitude avec le réservoir. Et donc la pression en D, ce sera 1000 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 100 000 pascal, c'est-à-dire 1 bar. Et 1 bar, c'est pas beaucoup comme pression d'eau. Ok? Ça marche? Ok? Oui, oui, oui. Bon. Ok. Quelle heure il est? Ah, ça va. Alors, on va encore faire un petit exercice, et puis après, je vous laisserai faire la suite. Alors, l'expérience de Pascal en hydrostatique, c'est une des expériences les plus importantes. Et c'est une expérience que Blaise Pascal a faite. Alors, Blaise Pascal, vous en avez peut-être déjà entendu parler au cours de français, parce que c'est un gars qui s'est rendu célèbre avec 2-3 choses en philosophie. Okay? Blaise Pascal était à la fois un physicien et un philosophe. C'était une époque, c'était au XVIIe siècle, c'était une époque où l'ensemble des sciences connues par l'humanité tenait encore dans une tête humaine. Okay? Donc vous aviez ces gens qui étaient des esprits universels, qui connaissaient un peu tout sur les sciences de leur époque. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus possible parce que il y a trop de choses dans toute la science pour qu'une personne maîtrise tout. Mais à l'époque, on avait ces esprits universels. Et lui, notamment, en philosophie, il a fait un truc qui m'impressionne pas beaucoup, mais ça a l'air de beaucoup plaire. C'est le pari de Pascal. Vous avez déjà entendu parler de ça, le pari de Pascal? Non. Hein, le pari de Pascal, c'est un argument sur l'existence de Dieu. Alors, évidemment, Blaise Pascal, c'était manifestement quelqu'un qui aimait se poser des questions auxquelles il ne pourrait jamais répondre. Donc, il se posait la question de l'existence de Dieu. Et puis, il a voulu donner une
il a voulu donner une espèce de réponse scientifique à cette question, ce qui est une connerie, parce que ça n'a rien à voir avec la science, mais bon. Et il a dit, ok, si Dieu existe, et que je crois en Dieu, je vais gagner la vie éternelle, je vais gagner le paradis, donc mon gain sera immense, mon gain sera géant. Okay. Tandis que si je fais le pari que Dieu n'existe pas, eh bien, alors ça veut dire évidemment que je ne vais pas respecter les règles morales, parce que c'est bien connu que les gens qui ne croient pas en Dieu ne respectent pas de règles morales. Je dis ça ironiquement. Donc si on ne croit pas en Dieu, on ne respecte pas les règles morales, et on mène une vie libertine. Alors une vie libertine, ça peut être amusant sur le moment, mais ce n'est pas quelque chose d'énorme, d'éternel. Okay. Donc si je fais le pari que Dieu existe, le gain possible est la vie éternelle. Si je fais le pari que Dieu n'existe pas, le gain possible, c'est la vie libertine qui n'a aucun caractère éternel et qui finalement va vous laisser tout seul, etc., etc. Voilà, donc il a fait cet argument-là. Et il y a des gens qui aiment passer leur temps à discuter de ce genre de choses. Et moi, j'en fais juste pas partie, c'est tout. Bon. Alors, ce brave monsieur, il a fait cette expérience pour essayer de convaincre les gens que la pression dépendait de la hauteur du liquide et pas de la taille du récipient. Okay. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un tonneau, un bête tonneau de l'époque normale. Dans ce tonneau, il a fixé un tuyau de 10 mètres de haut. Et puis, il a rempli ce tuyau avec de l'eau. Hein, alors, on a des illustrations de l'époque, si on regarde sur Internet. Si vous tapez... Viens, Brigitte. Si vous tapez tonneau Pascal, vous allez trouver des choses. Tapez dans l'URL là. Ouais, mais j'avais configuré ça pour que je puisse faire une recherche dans l'URL. Ça devrait... Oui, ça marche, ça marche. C'est juste parce que j'ai tapé sur le mauvais bouton après. Voilà. Alors, tonneau de Pascal. Voilà, vous avez des illustrations comme ça qui vous montrent un peu comment ça s'est fait à l'époque. Alors moi, je ne sais pas si je serais monté sur cette échelle, parce que 10 mètres de haut, bon. Mais on va admettre que le gars qui est monté, il savait ce qu'il faisait. Et puis, vous voyez, là, avec un pot, il est en train de remplir son tuyau. Hein. Et puis, comme il remplit son tuyau, vous voyez que le tonneau ici, ben, il est en train de perdre. Il est en train c'est en train de gicler dans tous les sens par les interstices entre les planches du tonneau. Okay. Et donc là, l'idée c'était de montrer que en rajoutant une quantité faible de liquide, parce que ce tuyau il est fin, il ne contient pas beaucoup de liquide, il contient quelques litres, en rajoutant quelques litres d'eau, on peut multiplier par 2 la pression dans le tonneau et le faire exploser. Et effectivement, le tonneau, il a explosé. Et effectivement, vous pouvez faire l'expérience chez vous si ça vous amuse. Vous prenez un récipient, n'importe quoi, je ne sais pas, une boîte de conserve, un pot à confiture, j'en sais rien. Bon, le pot à confiture, il va peut-être tenir quand même. Et puis vous fixez dedans un tuyau, il n'a pas besoin d'être droit, votre tuyau. Ensuite, vous allez au balcon du 2e étage avec le bout de votre tuyau, ça vous fera à peu près 10 mètres de hauteur. Vous remplissez le tuyau, et bien vous verrez que la pression dans votre pot à la base sera extrêmement forte. Ok. Et donc dans le cas de Pascal, cette augmentation de pression avait réussi à faire exploser le tonneau et ça avait beaucoup marqué les gens. Donc la pression qu'on obtient dans le tonneau, c'est la même pression que si on avait pris un tuyau vertical du même diamètre que le tonneau. Okay. Mais là, il aurait fallu beaucoup plus d'eau. Voilà, alors on va faire 2-3 calculs sur cette expérience de Pascal. Hein.
Euh, on vous dit au centre de la paroi supérieure d'un tonneau rempli d'eau, on fixe un tube vertical étroit de quelques mètres de hauteur. Si l'on achève le remplissage en versant de l'eau jusqu'au sommet du tube, ce qui exige un faible volume de liquide, on est fort surpris de voir les douves du tonneau se disjoindre et le liquide jaillir à l'extérieur. Alors c'est dit de manière très lyrique. Une douve de tonneau, c'est quoi? Une douve de tonneau, c'est une de ces planches-là. Okay, on appelle ça une douve. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une douve? Parce qu'en fait, c'est pas une planche, mais c'est une planche qui a une forme un peu comme ça. Hein? Elle est un peu plus fine sur les bords qu'au milieu, de manière que le tonneau, quand vous serrez les douves les unes contre les autres, de manière que le tonneau a une forme de tonneau, c'est-à-dire que le diamètre soit plus petit au sommet et à la base qu'au centre. Et puis ces douves, on les serre ensuite avec des fers chauffés. Et l'étanchéité finale, elle est donnée par le tonneau mouillé, parce que quand le bois est mouillé, il se gonfle un peu, et c'est ce gonflement du bois qui fait l'étanchéité du tonneau. Bref, expliquer l'expérience. Expliquer l'expérience, on l'a déjà fait. Okay? Ici, quand le tonneau est rempli, vous avez une certaine pression au sommet du tonneau qui est la pression atmosphérique. Et puis si vous rajoutez une hauteur de 10 mètres d'eau, eh bien vous allez rajouter une quantité de pression équivalente à la pression atmosphérique. Donc vous allez doubler la pression dans le tonneau. Alors, est-ce que on peut l'écrire? La colonne d'eau va donner une pression importante à l'intérieur du tonneau. Ok? Et le fait que le tuyau qui est là soit fin, ça n'a pas d'importance. Ok? On a vu tout à l'heure que le diamètre du tuyau, la forme du récipient n'a pas d'importance. En quoi cette expérience peut sembler paradoxale? Eh bien, c'est le fait qu'avec peu de liquide, on augmente fortement la pression. Ok. Et puis, il y a un calcul à faire. Je vais peut-être quand même vous le laisser faire, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai fait des exercices sans vous laisser le temps. Ici, on vous dit, considérons une portion de douve ayant la forme d'un carré de centre haut et de 10 cm de côté. Donc, ce qu'on vous demande de considérer, c'est ça. Okay? Sur votre dessin, là, vous avez un carré de 10 x 10 qui est au centre d'une douve. Et en fait, on s'intéresse à connaître la force qui agit sur cette portion de douve. Alors, on va calculer la pression, puis à partir de la pression et de la surface de ce carré, on va pouvoir avoir la force. Ok? Alors, je vous laisse faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord calculer la pression partielle au niveau de la douve. Ok? Et puis, on vous dit calculer l'augmentation de l'intensité de la force exercée par l'eau sur cette portion de douve quand la hauteur de l'eau dans le tube passe de 0,5 m à 10 mètres. Alors, 0,5 m, on va dire que c'est là. On va supposer que ça fait 0,5 m aussi. Et donc, pour le premier calcul, vous pouvez prendre 1 mètre de hauteur d'eau depuis la douve. Et puis, pour le deuxième calcul, eh bien, vous allez prendre 10 mètres pour le tuyau, plus les 0,5 mètres que vous avez là. Ça vous fera 10,5 mètres. Okay? Donc, vous allez calculer les deux pressions. Et puis, vous allez calculer, dans les deux cas, la force qui s'exerce ici, sur cette douve. Je vous laisse faire. Vous le faites par vous-même. Ok? Je vous laisse un petit moment. Je vais me faire un café. Partiel, donc c'est... J'arrive, hein.
qu'il a fait? Oh putain, non, j'étais sûr. Mais je t'ai entendu jurer, Cyriel. Oh mince. Ça se passe bien. Vous me dites quand vous avez fini, hein. Vous y êtes? Allô, allô? Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon? Bon, on va déjà faire le premier. Donc le premier, on a dit qu'on prenait pour le premier 1 mètre de hauteur, parce qu'on a 0,5 cm dans le tuyau et 0,5 cm, on estime à peu près que ça fait 0,5 cm entre la base du tuyau et la surface sur la douve. Alors, vous prenez donc, c'est de l'eau, donc prenez 1000 comme masse volumique, arrondissez G à 10, ça ne me dérange pas dans ces cas-là, et puis la hauteur c'est 1 mètre, ok? Donc la pression partielle ici, elle est de 10 000 pascal ou 0,1 bar, ok? Maintenant, la force, comment on la calcule? Vous savez que la pression, c'est la force sur la surface. La pression, c'est la force sur la surface. Donc la force, c'est simplement la pression fois la surface. Ok? Et la pression, on vient de la calculer, c'est 10 000. Et la surface, il faut qu'on la calcule. Vous avez une surface carrée de 10 cm de côté, mais vous devez mettre ça en mètres carrés. Ça veut dire que votre surface, c'est 0,1 mètre au carré. Okay? Et ça fait 0,01 mètre carré.
Donc ici, vous allez multiplier par 0,01 et donc ça vous fera, vous enlevez de 0, ça vous fait 100 newtons de force sur cette douve, qui n'est pas énorme, mais ça c'est une force que la douve peut supporter. Ok ? Évidemment, quand vous avez 10 fois plus d'eau dans le tuyau, ben vous allez avoir à peu près 10 fois plus de pression et 10 fois plus de force. Okay. Donc maintenant, dans le deuxième cas où on a rempli les 10 mètres du tuyau avec de l'eau, okay, la pression partielle, elle vaut combien? Ben vous avez toujours la masse volumique de l'eau, vous avez toujours le G approximé à 10, et puis maintenant, la hauteur totale d'eau depuis cette portion de douve, c'est 10 mètres plus 50 cm, 10 mètres 5. Ok? Et si vous faites le calcul, 10 000 fois 10,5, ça vous donne 105 000 pascal, c'est-à-dire 1,05 bar. Ok? Et si maintenant vous faites le calcul de la force comme pression fois surface, eh bien, vous avez 105 000 pascal fois la surface qui est toujours de 0,01. Maintenant, vous enlevez vos deux zéros, mais ça vous donne 1050 newtons. Donc, ça multiplie la pression à peu près par 10 et ça vous explique pourquoi votre tuyau, votre tonneau explose dans cette situation-là. D'accord? Ouais. Voilou. Alors ça termine les exercices que je voulais faire aujourd'hui. Pour la prochaine fois, j'aimerais vous donner deux exercices à faire qui vont vous permettre de réfléchir à ces différentes notions. Donc c'est les exercices 2.13 et 2.14 que je vous donne en devoir pour le 12, sauf erreur, enfin pour la semaine prochaine. Okay. Le premier exercice, c'est un vrai-faux où il faut un peu réfléchir. Ok. Je ne vous ai pas parlé de manomètre encore. Un manomètre, c'est simplement un instrument qui mesure la pression. Okay. La racine mano, je ne sais plus exactement d'où elle vient, mais c'est une racine qui indique la pression, et mètre, ça veut dire que c'est un système qui mesure la pression. Le baromètre, ça on en a parlé, c'est un système qui mesure la pression atmosphérique. Donc à vous de voir si tout ça est vrai ou faux. Et puis pour le deuxième exercice, eh bien c'est un exercice sur la pression atmosphérique dans lequel on vous aide à lire ce graphique qui vous donne la pression en fonction de l'altitude. Ok? Donc vous partez à 0 mètres au bord de la mer, votre pression elle est légèrement supérieure à 100 000, ça c'est en fait 101 300 pascal. Et puis après, au fur et à mesure que vous vous élevez du niveau de la mer, votre pression elle va diminuer parce que vous avez moins d'air au-dessus de vous. Mais elle ne diminue pas linéairement parce que la densité de l'air n'est pas constante. Si vous allez en altitude, l'air est moins dense. Donc ça vous donne une courbe comme ça, un peu exponentielle, décroissante. Et puis, vous avez différents points qui sont notés. Par exemple, ce point-là qui est à 2000 mètres, à peu près 1500. Par exemple, ce point-là, alors ce point-là, il correspond au sommet du Mont Blanc. C'est à peu près 4800 mètres. Ce point-là, c'est à peu près le sommet de l'Everest, 8880 mètres, etc. Hein? Et puis, vous allez pouvoir, avec ces questions, un peu explorer ce graphique et voir les pressions à différentes altitudes. Voilà. Et puis, la prochaine fois, on partira dans le principe de Pascal, et là on est vraiment dans l'histoire des
système de vase communicant, et quand vous avez un système de vase communicant, vous avez la même pression dans tous les... vous avez le même niveau dans chaque élément du vase communicant, etc. Donc on parlera du principe de Pascal la prochaine fois, et on verra aussi toutes les problématiques de tube en U, c'est-à-dire vous mettez des liquides différents dans un tube en U, comment est-ce que les liquides s'équilibrent, etc. Ça, on fera la prochaine fois. Ok. J'aimerais m'excuser pour ce matin, j'étais un peu endormi pendant le cours. Le problème, c'est que je me suis réveillé à 8h moins 10, puis quand je suis arrivé, j'étais encore endormi, quoi. Je suis désolé. Voilà. Ça va? Vous avez quand même suivi? Ça a été. Ok, d'accord. Très bien. Alors, faites ça pour la semaine prochaine, et puis on se revoit en ligne. Comment ça se passe, vos autres cours? Ça va bien? Dites-moi une chose. Vous avez beaucoup de profs qui vous font des cours en temps réel sur Meet, ou c'est plutôt du travail qu'on vous donne à faire pour la semaine d'après, etc. Comment ça se passe? Ça dépend des profs. Certains profs, ils nous font 30 minutes de cours en nous donnant des devoirs. Il y a des profs qui vous voient pour 3 minutes et qui vous donnent des devoirs. Non, 30. Pardon? Ah, 30, ouais, d'accord, ok. Mais bon, ça va, quoi, vous avez... Franchement, moi, je préfère les cours en direct comme ça, parce qu'au moins, on peut vous poser des questions si on n'a pas compris. Ouais, moi je préfère ça aussi. Là, disons, la manière que j'ai de faire ces cours en ligne, c'est un peu comme si j'étais au rétroprojecteur, et puis vous voyez le rétroprojecteur, quoi. Ça change pas grand-chose par rapport aux cours en classe. Bon, je sais que dans les cycles, ils donnent plutôt du travail plutôt que de faire des cours en temps réel. Moi, je fais comme ça vous convient, ça va? Moi, oui, je préfère Ouais. ça à pas mal d'autres profs, donc... D'accord, ok. Ben, disons que là, l'avantage, c'est qu'on avance, parce que les directives de la direction, c'est oui, faites de la révision, etc. Mais je ne vais pas faire de la révision avec vous pendant 2 mois, c'est ridicule. Là, il y a des choses qui sont au programme, que vous êtes censé apprendre, on les fait, et puis voilà. Hein? Ok? Oui. Bien, alors je vous souhaite une bonne journée. Je mettrai l'enregistrement, si vous voulez. Ouais, de toute façon, j'ai enregistré, donc je mettrai l'enregistrement sur Classroom. Je vous mettrai un message. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Ok? Oui. Ok, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, mon Dieu. Voilà. Voilà.